Bienvenue sur Poids Plume, le podcast qui vulgarise le développement, l'agriculture et l'environnement. On est Charlotte et Alexandre, fondateurs de l'agence créative Oiseaux Bondissants. Dans cette émission audio, on va à la rencontre de femmes et d'hommes qui font vivre et évoluer ces thématiques. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on est avec Jean-François Asmodée, ornithologue et écologue de terrain. Jean-François est un naturaliste passionné qui a passé sa vie à observer la nature et les oiseaux et qui fait partie des pionniers des métiers du génie écologique. Dans cette interview, on évoquera son parcours académique, son échec au concours vétérinaire, sa passion dévorante pour les grands espaces et la création de son bureau d'études en environnement. Mais on s'étendra surtout sur l'aventure de sa vie, 5 ans passés dans le désert d'Arabie Saoudite. Il y a créé et coordonné un programme de réintroduction de l'oryx d'Arabie et de l'outar d'Oubara. On conclura sur le contact particulier que Jean-François entretient avec ceux qu'il appelle les peuples racines. Les Touaregs en Algérie, les Indiens Palikours en Guyane et les tribus d'Arabie. Son message est clair. Il y a le feu au lac, on a besoin de jeunes pour protéger et restaurer les espaces naturels. Le génie écologique est un secteur qui recrute et qui est en demande constante de nouvelles compétences et partenaires. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça nous motivera vraiment à vous en proposer davantage. Et maintenant, bonne écoute. Bonjour Jean-François. Bonjour Alexandre. Merci d'avoir accepté de participer à notre podcast. Avec plaisir. Donc, est-ce que tu peux te présenter ? Donc bonjour, je m'appelle Jean-François Asmodée. Je suis un écologue, c'est-à-dire quelqu'un qui applique l'écologie, la science de l'écologie dans son travail pour améliorer au maximum la vie des projets et faire que la nature soit conservée au maximum malgré le fait qu'on ait besoin d'aménager des espaces, des espaces. Est-ce que tu peux en dire plus sur toi ? Alors, je suis né en Algérie, j'ai 63 ans, j'ai 3 enfants, 2 d'un premier mariage et une petite fille de mon deuxième mariage. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a attiré dans la nature ? Alors, ce qui m'a attiré dans la nature, ça date de très 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 longtemps. C'est-à-dire que le souvenir que j'ai, c'est j'étais avec mon grand-père, Alfred, sur la propriété que nous avions en Algérie. Et il m'a montré les traces de chacal, et le chacal mangeant les oranges et les pomelos, et les mangeant en laissant absolument aucune trace, il n'est resté que la peau, et le fruit était complètement vidé. Et ça m'avait vraiment étonné, intéressé. Et puis après, le souvenir suivant, c'est en mai 68. Il y avait les fameux événements, et donc en mai 68, on n'allait pas à l'école. Et en fait, j'étais en 5e, et avec mes camarades, on parcourait le bois de Vincennes. Et ce bois de Vincennes, il est riche en canaux. Et dans ces canaux, il y avait des grenouilles, des crapauds, des tritons, et aussi des poissons, les épinoches. Et donc, on passait notre temps à attraper ces bêtes, à les mettre dans un aquarium à la maison, et à les regarder. On attrapait les têtards, on les voyait se transformer, et avec la métamorphose, arriver à la petite grenouille. Et donc, après, j'allais relâcher les petites grenouilles dans le bois de Vincennes. Et puis après, mon souvenir suivant, c'est à 17 ans, j'ai fait un stage de bagage d'oiseaux migrateurs. C'était dans des cols dans les Vosges.
Et là, dans les Vosges, on attrapait tous les oiseaux qui passaient à la migration post-nuptiale. Et donc là, j'ai décidé que ma vie serait d'être ornithologue. Et c'est là que j'ai commencé mon grand intérêt pour les oiseaux, voilà, et cet intérêt s'est jamais tari, quoi. Je pense qu'il serait super intéressant pour les gens qui ont envie de se lancer dans l'environnement, ou alors qui sont simplement passionnés de nature et qui veulent prendre action, que tu nous racontes ton parcours depuis peut-être le lycée. Alors, au lycée, quand j'avais 15 ans, il est sorti un magazine qui s'appelait La Faune. Et donc, ce magazine, c'était toutes les semaines. À l'époque, il valait 2,90 francs. Et donc, j'avais demandé à mes parents d'avoir une semaine de l'argent pour pouvoir acheter toutes les semaines ce magazine. Et ce magazine, il présentait donc la faune du monde entier. C'était organisé par continent. Et à la fin, à la dernière page, il y avait une page faite par l'UICN, l'Union internationale de la conservation de la nature. Et je vous assure que les messages que j'ai lus à 15 ans sont toujours les mêmes, que la biodiversité diminue, que la biodiversité est souvent du fait de la pression humaine, donc régresse, et qu'il faut absolument faire quelque chose pour essayer de enrayer ce déclin, et essayer aussi de faire que les espèces qui disparaissent, on les conserve en reproduction en captivité, et puis ensuite on puisse les réintroduire dans la nature. Et donc ça, c'est une chose que j'ai appris à la fois au lycée un peu, mais surtout par mes lectures dans cette fameuse revue La Faune, et puis aussi dans des groupes, comme à l'époque il y avait le groupe ornithologique parisien, et donc là, qui m'ont dans lequel j'ai retrouvé des passionnés comme moi qui s'intéressaient aux oiseaux. Et donc il y en avait qui avaient mon âge, mais il y en avait qui avaient il y avait tous les âges, quoi. Ça allait de 7 à 77 ans. Et donc ça, c'était très intéressant, parce que souvent j'avais l'impression, en particulier dans ma famille, qui est une famille dont du côté de ma mère est une famille d'agriculteurs, d'être complètement incompris, quoi, et de faire que de fait de retrouver des gens qui ont la même passion. Ça, c'était fabuleux, quoi. Et puis surtout, ça m'a fait progresser de façon très importante sur la reconnaissance des oiseaux, la reconnaissance des milieux qu'ils utilisent. Et ça m'a donné une clé de lecture du monde, en fait. Et donc, dès l'enfance, tu étais convaincu que cette passion pour l'ornithologie, donc comprenait la science des oiseaux, et cette passion pour la nature, elle pouvait déboucher sur un métier. Oui, ça faisait pas de doute que je voulais faire mon métier là-dedans. Alors au début, quand j'avais 15-16 ans, je pensais être vétérinaire. Alors après, j'ai pensé être ingénieur agronome. Alors d'ailleurs, j'ai tenté les deux, j'ai pas réussi. Et puis donc je me suis retrouvé à l'université, et à l'époque il y avait une maîtrise de sciences et techniques
à l'université Paris 7, c'est Jussieu. Et cette maîtrise de sciences et techniques, c'était prévention des pollutions, en fait, et des nuisances. Alors, c'était quelque chose qui se faisait avec des heures de cours imposées, en petite classe, en fait. Et c'était quelque chose dans lequel on avait un enseignement qui nous ouvrait sur le monde, par des stages et par les matières que l'on suivait. En particulier, on avait un cours d'épistémologie. On était les seuls à la fac de sciences à avoir un cours d'épistémologie. Donc, c'est-à-dire de l'histoire du développement scientifique. Et donc, on avait un professeur qui nous faisait faire des jeux de rôle par rapport à des histoires de sites pollués, de batailles environnementales et tout ça. Et donc, j'ai tiré une grande expérience de cela, parce que je m'en suis servi dans ma vie de professionnel, quoi. Et l'autre aspect, c'est j'ai fini ma vie étudiante en faisant à l'époque ça s'appelait un DESS, c'est-à-dire un Master 2 de communication de l'environnement. Et donc, je me suis aperçu qu'il fallait communiquer. Pour pouvoir faire que les gens arrêtent de détruire la nature, en fait. Et donc, quand on arrive à la fac, souvent on est plein d'attentes, plein de bonnes idées. Mais le plus intéressant, c'est de partir sur le terrain. Donc, est-ce que tu peux nous raconter des expériences de stage que tu as pu faire pendant ta maîtrise et peut-être après pendant ton DESS ? Alors moi, le stage le plus fabuleux que j'ai pu faire, c'est que j'ai été envoyé par l'université Paris 7 au Florida State University à Tallahassee en Floride. Et là, pendant 4 mois, j'ai recherché l'antimoine dans l'eau de mer. Et donc il fallait prendre des bateaux. On prenait un hors-bord, on montait sur un petit fleuve côtier, on partait de quasiment pas de salinité jusqu'à la pleine mer. Et donc on faisait tous les 2 grammes de salinité, d'augmentation de salinité, on faisait des prélèvements. Et là, on était en pleine nature. Ce coin des États-Unis est extrêmement sauvage. Et donc, on avait les alligators, les balbuzards, les pigargues à tête blanche, les dauphins qui venaient, les alligators qui venaient quasiment contre le bateau, quoi. Et là, c'était fabuleux. Et on a travaillé on travaillait énormément. On faisait des fois je faisais 24 heures sur la machine pour traiter mes échantillons. Mais après, ce qui était vraiment différent du système français, c'est qu'on faisait 24 heures sur la machine et tout ça, on pouvait rester la nuit au labo, alors qu'en France, on était obligé de sortir à partir de 20 heures. Mais on avait en contrepartie 4 jours de liberté après. Et donc, dans cette liberté, moi, j'ai été voir les oiseaux, la nature, donc dans cette zone du nord de la Floride. Et je sais aussi que parmi tes stages, tu as pu travailler au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Oui, alors là, au Muséum d'histoire naturelle de Paris, c'était en DESS, donc Master 2. Et je travaillais à l'époque, j'ai travaillé au secrétariat Faune-Flore, qui était un secrétariat qui regroupait tous les inventaires faits par les naturalistes sur tous les groupes. Tous les groupes taxonomiques, que ce soit les mousses, les lichens, les plantes vasculaires, les poissons, les insectes et puis les vertébrés. Et donc, à l'époque, il a été décidé de faire ce qu'on appelle toujours les SNIEF. Donc, c'était un inventaire des SNIEF. Et donc, j'ai été chargé par... Est-ce que tu peux décrire ce que c'est qu'une SNIEF ? Une SNIEF, c'est une zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique. C'est un inventaire, en fait. On a cartographié toutes les zones connues où des espèces intéressantes se trouvaient, quoi. Donc, par exemple, des étangs, des landes, certains boisements et des pelouses sèches. Et donc j'ai pu faire ça. J'étais chargé de m'occuper de l'installation de l'inventaire sur 4 régions. Donc il y avait Poitou-Charentes, il y avait il y avait Poitou-Charentes, le Jura, je ne me rappelle plus comment ça se dit, la région, la Franche-Comté, voilà. Donc, il y avait, je vais reprendre, il y avait Île-de-France, il y avait le Poitou-Charentes, la Franche-Comté et la région Centre. Et donc, il y a eu... non, c'est pas la région Centre, pardon. Non, c'était la région Rhône-Alpes. Donc, ce qui m'a frappé, c'est la différence entre les régions sur le même sujet. Il y avait des régions où le travail avait été déjà avancé et où on se faisait littéralement... on se faisait chahuter parce qu'ils trouvaient que l'État n'allait pas assez vite. Alors, il y avait d'autres régions, ça c'est par exemple, c'était en Rhône-Alpes. Alors, dans d'autres régions, on était accueillis par le président du conseil régional qui nous serrait la main et nous disait « Allez-y, mes petits gars, faites cet inventaire, on en a besoin. » Et voilà, donc il y avait une différence très forte au niveau des régions. Et donc je me suis rendu compte que la France était... il y avait des particularismes régionaux et que si on veut faire avancer la cause de l'environnement, on ne fera pas pareil à Lyon, à Poitiers ou à Reims. Et tout à l'heure, tu nous as parlé de ton expérience et surtout ton bonheur de partager l'expérience de l'étude de la nature avec d'autres passionnés dans des associations. Donc toi, tu as fait longtemps partie de la SNPN, la Société nationale de protection de la nature. Est-ce que tu peux nous décrire ton action depuis jeune dans cette association ? Donc voilà, la Société nationale de protection de la nature, c'est la plus vieille association de protection de la nature française, voire européenne. C'est 1854 la création, et ça s'appelait au départ Société d'acclimatation de France. Et donc c'est devenu Société nationale de protection de la nature. Et donc comment on dirait, la LPO par exemple était une section de la SNPN. Donc cette société est la première qui a
créé des zones protégées en France. Ça a créé la réserve de Camargue en 1927. Ça a fait la réserve des Ligagnos, qui aujourd'hui est dans le Mercantour. Ça a fait la réserve de Néouvielle, aujourd'hui dans le parc national des Pyrénées occidentales. Voilà, ça a créé un certain nombre d'aires protégées. Et à l'époque, il n'y en avait pas en France. Et donc, cette association, quand moi j'y suis rentré, organisait des sorties pour aller voir la nature. Il y avait des sorties en Île-de-France, des sorties à la journée, puis aussi des sorties plus loin, où on allait pour un week-end. Et donc, et là, on allait aussi bien en France que voir des pays étrangers comme la Hollande. Et donc, ces sorties, ça me permettait de rencontrer des gens qui avaient la même passion, de prendre la connaissance des sachants, et en même temps de transférer la connaissance aux débutants. Et donc voilà, j'ai fait ça pendant au moins 10 ans, quoi. Voilà. Après ton stage au muséum qui a finalisé tes études et ton DESS, est-ce que tu es rentré directement dans le monde de l'environnement comme tu l'espérais? Alors, quand j'étais à la fin de mes études, mes parents ont eu besoin de moi dans l'entreprise familiale. Moi, je suis l'aîné d'une famille de 4 enfants, et mes frères et sœurs étaient plus jeunes, et donc ne pouvaient pas travailler dans l'entreprise familiale. Et donc, j'ai aidé mes parents. Ça a été un choix cornélien d'aider mes parents. Et ce que j'ai fait sur les conseils d'un de mes oncles, avec qui j'avais été parler pour lui demander conseil, il m'avait dit écoute, oui, va aider tes parents, mais garde toujours un pied dans ton domaine, ton domaine de prédilection. Et donc en fait, j'ai gardé un pied dans l'environnement à la SNPN, en fait, en animant des sorties et des voyages, et donc en gardant un pied toujours dans le monde de l'environnement. Et donc après, je travaillais la semaine, donc dans une société qui s'appelait Coprima, qui existe toujours, et qui aujourd'hui est gérée, dont la présidente est ma sœur Nicole, et mes 2 frères Philippe et Bernard sont les directeurs associés. Et donc moi j'ai travaillé 3 ans dans cette société, et j'ai permis que mes frères et sœurs puissent arriver. Et donc quand j'étais au bout de 3 ans, à ce moment-là, j'avais gardé un contact avec quelqu'un avec qui j'ai beaucoup voyagé quand j'étais étudiant. Et cette personne, c'est Roland Sêtre. Et donc à l'époque, on avait une espèce de passion commune, c'était les outardes. Les outardes sont des oiseaux qui vivent dans les milieux ouverts. Et donc, on avait voyagé en Afrique pour aller voir les espèces qui sont en Afrique, quoi. Il y a l'outarde cori, l'outarde
Denham, ou des choses comme ça. Et on avait donc une connaissance des outardes. Et il y a Jacques Renaud, qui est un grand fauconnier, qui a réussi à reproduire l'outarde Houbara en Alsace. Et donc, à partir de ce moment-là, on lui a demandé de créer un élevage d'outardes et un système de protection pour pouvoir réintroduire ces outardes. Et pourquoi c'était un enjeu à l'époque de réussir à élever et réintroduire des outardes Houbara? C'est-à-dire que les outardes, elles sont chassées par les fauconniers arabes du Moyen-Orient. Et il faut savoir que quand deux princes, par exemple, deux princes se rencontrent, de quoi parlent-ils? Bon, ils échangent leur salam alaikum sur la vie de la famille et tout ça, et ensuite ils parlent de leur chasse. Et quelle chasse? La chasse à l'outarde Houbara avec des faucons. C'est le même l'outarde Houbara pour les royautés les royautés arabes, à la même image que le cerf pour la royauté française. C'est-à-dire que c'est une bête d'exception, et c'est une bête qui est réservée. Il y a des textes qui disaient que les simples bergers et tout ça étaient punis de mort s'ils étaient attrapés en train de chasser l'outarde. Exactement comme les cerfs étaient les paysans en France étaient punis de la peine de mort s'ils chassaient le cerf dans les forêts royales. Donc c'est le même symbolique. Et donc grâce à cet oiseau, on peut faire passer la conservation des déserts. Et donc voilà, c'est pour ça que cette espèce est remarquable. Dans le déroulé de ton récit, on était à Jacques Renaud Jacques Renaud, donc fauconnier d'exception, qui parvient à élever l'outarde Houbara, et il est contacté pour faire de la réintroduction. Oui, alors il est contacté pour essayer tout d'abord Là, il avait réussi à la reproduction d'un couple d'outarde Houbara, d'essayer de faire que on le fasse avec un nombre significatif d'oiseaux. Donc, au départ, il est contacté pour ça. Donc là, mon ami Roland Sêtre, lui, est chargé de constituer le projet pour faire l'élevage. Et moi, je suis en charge de réfléchir à comment faire pour que se mette en place un système de parcs et réserves en Arabie Saoudite sur les espaces qui en valent la peine. Tout en travaillant à Coprima. Tout en travaillant à Coprima. Donc je travaillais à Coprima le jour, et la nuit je faisais le projet sur le système de parcs et réserves de l'Arabie Saoudite. Et quelle est la finalité alors Donc finalement un jour j'ai eu un coup de fil de Roland Sêtre de Riyad me disant t'as un job. Pour s'occuper des parcs et des réserves, tu as un job, mais tu as 24 heures pour dire oui ou non. Et donc, comme je travaillais en famille, j'ai donc été voir mes parents, et je leur ai annoncé que je partais. Donc ça, c'était un moment assez difficile à vivre.
Et puis, finalement, je suis parti. Je suis parti avec un billet aller simple. Je suis parti seul. J'ai laissé ma femme et mon fils à l'époque en France. Et je suis parti à Taïf, en Arabie Saoudite, qui est le... Taïf, c'est à peu près à 1700 mètres d'altitude. Et c'est sur un haut plateau, à peu près à 80 km à l'est de la Mecque. Donc, durant plusieurs mois, j'imagine, tu as été chargé de travailler sur la réflexion de l'implantation de réserves naturelles, de réserves pour la réimplantation de l'Outar d'Oubara en Arabie. Et quel était ton quotidien et quelle était ta mission Alors là, ma sur première le terrain? mission, ça a été de trouver les zones où on pouvait faire des réserves. Donc là, j'ai passé en gros 2 ans à parcourir toute la moitié ouest de l'Arabie, donc quelque chose qui faisait à peu près 2 fois la France. Et là, c'était fabuleux parce que on avait le soutien du prince Saoud Al-Faisal. Le prince Saoud Al-Faisal, c'était le ministre des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite à l'époque, et c'était quelqu'un qui était passé de la chasse à la conservation en fait. Et grâce à lui, on avait accès à des choses auxquelles les naturalistes n'ont pas accès d'habitude, c'est-à-dire les hélicoptères de l'armée, les vedettes de la flotte saoudienne, on a couvert la moitié ouest de l'Arabie en 2 ans, en faisant on appelait ça des surveys. Et donc là, on passait sur zone, on passait un maximum de 15 jours. Et en 15 jours, on essayait d'avoir une photo de ce qui restait comme faune sauvage sur la zone sur laquelle on était. Alors il restait pas grand-chose parce que tout avait été chassé avec des véhicules. Donc on a trouvé des choses sur les endroits inaccessibles. Alors les endroits inaccessibles, c'était quoi ? C'est les montagnes, où là on a trouvé des bouquetins, le bouquetin de Nubie. On a trouvé des gazelles dans des zones inaccessibles, c'est des harat. Harat, ça veut dire champ de lave. Donc là, les voitures peuvent pas passer parce que sur la lave, on roule un maximum à 10 à l'heure. Donc on peut pas rattraper les gazelles. Et donc les gazelles, elles ont survécu là. Elles ont survécu aussi dans les djebels. Et voilà. Et on a trouvé des grandes zones qui étaient vides en fait de toute faune sauvage. Donc pendant 2 ans, vous avez fait comme une cartographie des ressources naturelles et de la faune sauvage sur un territoire deux fois la taille de la France. Et donc au bout de 2 ans, tu as pu identifier un espace. Au bout de 2 ans, je suis appelé par le prince Saoud Al-Faisal qui me dit va voir un endroit qu'on n'avait pas du tout regardé, qui s'appelait Marzet Sed. Et il me dit, là, quand j'étais petit, je chassais avec mon père, et c'était très très giboyeux. Donc je vais... et il me dit, va voir si on pourrait pas réintroduire là-bas les éléments de la faune que l'on élève dans la ferme à Taïf. Donc à Taïf, on reproduisait les outardes, mais après on a reproduit aussi les oryx d'Arabie, des gazelles, des bouquetins, et même des onagres, qui est l'âne sauvage d'Asie. Et donc je vais voir cet endroit. Et ça, c'était un endroit assez plat,
et puis peu de camps de bédouins, et je fais venir le professeur Hubert Gillet du muséum, que je connaissais grâce à la SNPN, et donc je viens, et il vient, et lui était le seul qui connaissait, le seul francophone qui connaissait les oryx, en fait les espèces d'oryx désertiques, qui est l'oryx algazelle qu'il y avait au Tchad, où il avait fait sa thèse. Et entre parenthèses, c'est un élève de Théodore Monod, et donc il a fait sa thèse à dos de chameau. Et son record, c'est 72 jours sans voir personne. Il avait un pisteur, 5 chameaux, et pendant 72 jours, ils ont vu personne. On peut pas s'imaginer aujourd'hui quelque chose comme ça, quoi. Et donc, lui, il vient, il me dit, regarde, tu vois ce tapis brosse là? Oui, c'est Panicum turgidum. Ok, mais normalement, ça fait, c'est des herbes qui font 1,50 m de haut. Et là, c'est un tapis brosse, mais le tapis brosse, il est toujours vivant. Tu vois, il y a des pousses là, il y a des pousses là. Et puis, on prend de la terre, on analyse la terre pour voir s'il n'y a pas de carence pour pouvoir réintroduire les animaux qui manquent. Et donc, finalement, je retourne voir le prince et je lui dis c'est bon, Your Highness. Et il me dit ok, on y va. Et là commence. Alors, on croyait qu'on avait fait un truc énorme. On a réussi à mettre la main sur 220 000 hectares, sur lequel on a on a enlevé les bédouins, on a clôturé tout l'espace, on a fait une clôture de 220 km de long, et après, une fois que ça a été clôturé, on a pu réintroduire la faune disparue sur la réserve. Et est-ce que c'est, avec le recul, est-ce que c'était logique de retirer les bédouins de ce territoire? Est-ce que ça vous a pas porté préjudice par la suite? En fait, c'est une zone. Pourquoi est-ce qu'on a pu récupérer cette zone, et est-ce que le roi a signé le décret royal et tout ça? C'est parce que c'était une zone disputée entre 3 tribus. Et les Oteibi, les Bougami et les Sebea. Et ces 3 tribus se battaient, et en fait, il y avait régulièrement des morts. Hein. Donc le roi a dit terminé, je vais mettre une zone tampon au milieu des 3 tribus. Et donc ça a été assez chaud avec les tribus, surtout les Sebea. J'ai assisté à des réunions très très tendues. Mais finalement, on a réussi à pouvoir avoir ce territoire et à pouvoir réintroduire l'oryx d'Arabie, le loutard d'Oubara, les autruches et les gazelles. Donc vous avez trouvé un territoire propice avec suffisamment de flore adaptée pour l'outarde, l'oryx, les gazelles, et vous posez vos 220 km de grillage, et vous aviez un élevage à Taïf. C'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Donc là, on fait, pour certaines espèces, on les avait sur place à Taïf, comme l'outarde d'Oubara, qu'on reproduisait à Taïf. Donc on a pu amener à Mahazet-Sed. Après, les oryx, on les avait en reproduction, mais on avait un problème technique, c'est que les oryx qu'on avait récupérés, la souche que l'on avait
une maladie, avait la tuberculose bovine, et donc on soignait ce troupeau, et on ne pouvait pas le réintroduire. Donc on a fait venir des zoos du monde entier, les premiers individus qu'on a réintroduits. Donc on a fait venir un premier groupe qui avait été rassemblé aux zoo de San Diego en Californie, et qui ensuite est venu par avion sur Jeddah, et qu'on a monté sur la Mahazet-Sed. Et puis il y avait un deuxième groupe qui est venu, lui, de la réserve de Chomari en Jordanie, où il y avait une réserve de à peu près 1000 hectares, où il y avait un troupeau d'oryx d'Arabie, et donc on en a capturé une huitaine, et puis on les a ensuite transférés aussi par avion, et on a formé une harde soudée dans un enclos de prélâché, et voilà, et puis après on a pu ouvrir la porte. Là, j'ai ouvert la porte, il y avait 600 personnes qui assistaient à ça. C'était filmé par la télévision saoudienne. C'était un troupeau une harde de combien d'individus ? On avait 17 individus, et donc ils sont sortis. On a ouvert, c'est le vice-roi qui a ouvert le cadenas. Ça doit être la première fois de sa vie qu'il ouvrait un cadenas, d'ailleurs, c'était assez rigolo. Et donc ils ont ouvert le cadenas, ils ont ouvert les portes de l'enclos, et puis on avait mis à manger à l'extérieur, et ça faisait 3 ou 4 semaines qu'on donnait à manger juste devant la porte, et des compléments de ce qu'ils avaient, de ce qu'ils trouvaient dans l'enclos. Et donc là, on l'a mis à l'extérieur, et donc les animaux doucement sont sortis, et puis tout d'un coup ils sont partis au galop, ils sont disparus derrière la colline. Ah là, c'était magique ce jour-là. J'étais aux anges. Et puis après on a eu d'autres troupeaux qui venaient des États-Unis, qui ont été introduits. Puis après on a mis des animaux qui venaient du centre de Taïf, qu'on pouvait réintroduire. Puis on a essayé d'avoir des animaux de tous les troupeaux qui étaient conservés en captivité, et on a essayé d'avoir une population avec une génétique la plus large possible, de façon à essayer d'éviter ce qu'on appelle les goulots d'étranglement, qui font que les espèces peuvent avoir des problèmes s'ils sont en trop petit effectif. Toute cette entreprise de réintroduction de la faune sauvage dans le désert d'Arabie, ça semble de l'extérieur être une décision unilatérale de la royauté des Saoudiens, mais aucun projet de restauration écologique ou de conservation ne peut se faire sans l'appui des populations locales, et encore plus des peuples autochtones. Et quelle était ta relation avec les peuples autochtones ? Et quels étaient-ils ? Alors, j'avais une relation presque charnelle avec mes gardes. Ces gardes, c'était des bédouins. Le bédouin, c'est donc l'habitant du désert saoudien. Donc il y avait 3 tribus et moi j'avais un pisteur qui est toujours vivant, qui s'appelle Salem Oteibi. Et donc lui, c'était quelqu'un qui avait une connaissance intime du désert. C'était quelqu'un qui était capable de reconnaître ces chameaux individuellement, leurs traces individuellement.
C'est-à-dire qu'il suivait, quand il suivait une trace, il savait que c'était tel chameau et pas tel autre. Et qu'il ne suivait la trace que de ces chameaux et pas des chameaux des autres. Et donc, un jour, j'étais avec lui comme ça, et il me fait tu vois cet arbre-là ? Oui, je dis oui. Ben voilà, on l'appelle l'arbre de Salem. Ah bon, je lui dis pourquoi ? On s'arrête ? Je lui dis pourquoi on l'appelle l'arbre de Salem ? Il dit tu vois, parce que cet arbre, ben, je suis né dessous. C'est-à-dire que ma mère m'a accouché sous cet arbre. Donc, c'était au milieu de nulle part. C'était comme magique, quoi, cet endroit. Et donc, il avait un savoir, et ils ont un savoir que le monde d'aujourd'hui ne prend plus en ligne de compte, quoi. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont capables de on prend n'importe quel bout de plante séchée, ils vous disent le nom de la plante, à quoi ça sert, à quelle saison on la récolte, voilà. Et pareil sur les animaux. Et ils ont grâce à ces gardes bédouins, tous les jours je savais où étaient les oryx. Tous les oryx sur toute la réserve, je savais qui ils avaient. Les groupes étaient composés, on connaissait chaque individu, on avait un nom et on les reconnaissait, quoi. Il faut bon, avec un peu d'attention, chaque individu a des petites choses différentes et donc grâce à ça on savait les reconnaître individuellement. Et donc après, on prenait leur position. À l'époque, il n'y avait pas de GPS. Il y avait un truc qui s'appelait le Lorance. C'était un truc, c'est des tours qui étaient installées dans le désert pour les pétroliers et qui faisaient que par triangulation, on savait notre position. Et donc, on avait ça dans la voiture. Ils ne savaient pas lire et écrire, mais ils savaient écrire les chiffres quand même. Et donc, ils notaient la position. Et ensuite, de retour au camp, on notait ce qu'il avait vu, à quel endroit et tout ça. Et donc, grâce à ça, on avait une idée très précise de comment les mouvements, comment dire, savoir où étaient les bêtes. Et donc, ce savoir des Bédouins, c'est quelque chose qui est un peu méprisé et même moqué dans l'Arabie saoudite d'aujourd'hui, hein, parce que c'est quelque chose du passé et alors que ce savoir-là, il est essentiel pour la conservation, quoi. Mais ta relation avec les Bédouins, elle se limitait pas uniquement à tes pisteurs, puisque vous libériez les hardes, comme tu l'as décrit tout à l'heure, vous finissiez par les libérer dans la nature. Donc le projet ne pouvait pas aboutir si vous n'aviez pas une relation fine avec chaque tribu et chaque partie prenante de ce territoire sauvage. Alors, moi, par exemple, quand on était en contact avec les tribus autour de la réserve, je n'apparaissais jamais. J'étais toujours en retrait et ne parlais avec les Bougami qu'un garde Bougami, un garde Seber avec les Seber, ou un garde Otébi avec les Otébi. Et ça, c'est pour bien que s'il y a un problème, ça reste un problème interne à la tribu, que ça ne devienne pas un truc intertribu. Et donc ça, c'était la première règle que j'avais. Et après, la deuxième chose, ça a été de développer un grand programme de sensibilisation des enfants en travaillant avec les écoles. On a commencé par prendre les 2 premiers de chaque classe de toutes les écoles qui étaient dans un rayon de 200 km autour de Marazet.
et de les faire venir sur la réserve pour leur montrer les animaux, les trucs. Et ce qui les frappait le plus, c'est qu'à l'intérieur de l'enclos, comme il n'y avait pas la pression de pâturage énorme du bétail domestique, il y avait l'herbe haute. Et ça, c'était quelque chose, ils se prenaient tous en photo avec de l'herbe aussi haute qu'eux, quoi. Hein. Pour les bouts de choux qui faisaient 1m20, ils avaient de l'herbe plus grande qu'eux, quoi. Et donc ça, ils n'avaient jamais vu ça, parce qu'à l'extérieur, ça n'existait plus. Ça n'existait plus. Et donc, en travaillant avec les enfants, petit à petit, un jour, donc ça se passe bien avec les enfants et tout ça, un jour, il y a s'annonce à la grande entrée de la réserve, s'annonce le président le président des oulémas des Sobers, qui était la tribu la plus hostile au départ. Alors là, je me dis, oulala. Donc là, il y avait le chef des gardes, et puis des gardes Sobers qui vont l'accueillir, parce il faut savoir que les oulémas, c'est ceux qui rendent la justice. Donc ça pouvait être grave, quoi. Et donc là, en fait, il nous dit, mais pourquoi vous occupez des enfants et vous occupez pas de nous? Et en fait, du coup, on lui a fait, mais bien sûr, on va vous recevoir et tout. Et donc, on a fait une visite parce qu'on avait un enclos de prélâchés, dans lequel on avait toujours des animaux. Et donc là, on pouvait voir des bêtes assez proches, dans un environnement naturel. C'est un enclos qui fait 250 hectares, donc c'est grand, c'est avec des collines et tout. Et donc là, les gens voyaient les bêtes, et puis on pouvait faire une projection de diapos, des trucs comme ça. Et grâce à ça, c'est devenu un allié terrible de la réserve. Et donc on a passé beaucoup de temps comme ça, mais on avait eu des conseils. Il y avait l'UICN qui était venu à Riyad, et avec nos employeurs saoudiens, on avait eu une conférence par le chef des aires protégées d'Alaska aux États-Unis, qui travaillait donc chez les Esquimaux, les Indiens et tout ça. Et en fait, il nous avait conseillé que le chef des gardes soit toujours extérieur à la zone, pour pas être sous la pression de la communauté, en fait. Donc on avait un chef des gardes qui était un Banimouri qui venait de 1000 km, et on avait 1000 km au sud, et on avait des gardes des 3 tribus. Et donc, grâce à cette organisation, ça faisait que ça se passait bien, quoi. Ça se passait bien avec les communautés autour. Et puis aussi, on leur montrait que grâce au fait que les plantes poussaient et puis pouvaient grainer, et les fruits et les graines pouvaient s'envoler et gagner l'extérieur de la réserve et repeupler les pâtures des troupeaux, de leurs troupeaux, quoi. Tu nous as parlé tout à l'heure de la pression du pâturage du bétail domestique. Est-ce que le désert a besoin d'être restauré? Est-ce qu'il n'a pas toujours été comme ça? Est-ce qu'il a besoin d'être restauré? Est-ce qu'il est possible de faire une restauration écologique des espaces désertiques, notamment en Arabie? Alors, le problème du pâturage, on s'en est rendu compte très vite, et on a clôturé en fait des espaces. Ça a commencé par le centre de Taïf, où là on a clôturé 600 hectares et 2 km par 3. Et là, très vite, on a vu que dès qu'on a arrêté le pâturage par les animaux
domestiques, aux pluies suivantes, il y a eu une explosion de tous ces petits trucs rabougris ont commencé à faire des pousses qui n'ont pas été broutées. Ils ont pu commencer à fleurir, commencer à fleurir et puis donc à faire des fruits. Et ces fruits, elles sont mangés par les oiseaux et puis sont distribués autour des buissons. Et puis on a aussi des plantes qui se mettent à couvrir le sol. Et donc on avait un grave problème qui est d'ailleurs toujours actuel, c'est que il y avait des jours et des jours où, lorsqu'il y avait du vent, on avait une espèce de brouillard de sable qui on voit pas à 50 mètres en fait. Et donc au bout de 2 ans d'arrêt du pâturage, il y avait quand on arrivait au centre donc on voyait à 50 mètres à l'extérieur du centre de Taïf, et quand on arrivait à la clôture et qu'on rentrait dans le centre, là on voyait à 3 km de l'autre côté du centre. Pourquoi ? Parce que la végétation tenait en fait le sol, et le sol ne s'envolait pas. Et donc le contrôle du pâturage est un élément essentiel de la conservation des milieux désertiques. Les milieux désertiques, ce sont des milieux qui avaient autrefois des populations d'humains très très faibles, et avec des petits effectifs d'animaux domestiques. Mais l'homme a développé les camions qui amènent de l'eau des fois à 2, 3, 400 km de tout puits. Donner des surplus aux animaux pour qu'ils tiennent pendant la saison sèche, tout ça, c'est ça qui a fait que par exemple dans un pays comme l'Arabie Saoudite, les densités d'animaux ont été multipliées par 8 ou 9, et donc le milieu ne peut plus nourrir ces animaux-là. Et donc ça provoque un rabougrissement de la végétation, et dès qu'on clôt, on fait un enclos, on a l'impression que c'est pas le même milieu, quoi. Parce que d'un côté c'est vert, c'est l'enclos où il n'y a pas de pâturage, et à l'extérieur c'est comme le sol est comme un tapis de billard, quoi. Donc en simplifiant, c'est la perte des pratiques traditionnelles d'agriculture et d'élevage, et l'intensification, le grossissement des troupeaux de petits ruminants, notamment, c'est essentiellement des chèvres. Il y a des chèvres, puis il y a les chameaux aussi, hein. Les chameaux qui touchent surtout les arbres. Donc c'est cette modernisation de l'agriculture et surtout de l'élevage qui est en grande partie mis en cause dans la progression des déserts et puis la perte de biodiversité dans les espaces désertiques. La perte de biodiversité, oui, elle est due au surpâturage et à la chasse. Hein, et les deux conjugués, c'est comme ça qu'on a on a toutes les grandes espèces d'animaux désertiques qui sont ou éteints à l'état sauvage, ou qui ne survivent plus que dans les eaux ou dans les réserves où elles ont été réintroduites. Hein, que ce soit l'oryx algazelle, l'oryx d'Arabie, l'adax, la gazelle d'Ama, des choses comme ça, tout ça, c'est... Mais ça, dès qu'on lève la pression un petit peu, la pression en particulier de surpâturage et de chasse, le milieu réagit instantanément. Et c'est un milieu qui a une force de
réhabilitation exceptionnelle. Et avec le recul que tu as aujourd'hui sur ce projet, est-ce que tu pourrais dresser un bilan de la réintroduction notamment de l'outarde et de l'oryx comme animaux emblématiques? Et aussi, est-ce que tu avais des frustrations pendant, malgré tes excellentes conditions de travail, puisque tu l'as dit, tu avais du budget, des véhicules, du personnel, ce que n'ont jamais les naturalistes d'ordinaire. Est-ce que tu avais des frustrations pendant la réalisation de cette mission de 5 ans? J'ai des frustrations, je peux pas dire des frustrations. Je dirais, bon, il se trouve que l'année dernière, j'ai pu retourner à Maazet Assed et au centre de Taïf, 30 ans après la création de la réserve et puis du centre. Et donc, alors, quand on a créé la réserve de Maazet Assed, on a eu 220 000 hectares. Et on pensait que c'était grand, et tout ça. Mais en fait, on s'est aperçu que c'était pas assez grand, en fait. Parce que on est tombé au début, les premières années, on est tombé sur des années relativement humides. Relativement humides, c'est-à-dire des années où la pluviométrie est au minimum de 100 mm. De 100 mm à 180, voire 200. Et puis, après ces années, pendant une dizaine d'années, on a eu des années humides, et puis après, on est rentré dans un cycle où on a eu des années sèches. Et là, les animaux voulaient quitter la réserve et mouraient le long des clôtures, en fait. Parce qu'ils voulaient sortir, ils voulaient aller là où trouver de nouveaux pâturages, quoi, et trouver de l'eau, quoi, en fait. Hein. Et donc, il faut dire que dans la réserve de Maazet Assed, il n'y a aucun point d'eau. Hein. Les animaux trouvent l'eau dans leur nourriture. Et donc là, il y a eu des réflexions pour faire un ou deux points d'eau artificiels pour pouvoir maintenir les espèces qui ont le plus sensibles au fait que quand on n'a pas d'eau, par exemple les autruches sont très très sensibles au manque d'eau. Et donc, est-ce que tu peux faire un bilan de la réintroduction de l'oryx en Arabie? Alors, comment dire, la population de Maazet Assed, elle oscille entre 400 individus les années sèches à 800 000 les années humides. Donc voilà, et donc ça a permis aussi de réintroduire à Ourouk Bani Marid un autre troupeau. Et donc en gros, minimum, on a à peu près 600 animaux en Arabie, 600 oryx sauvages aujourd'hui. Donc 600 de plus que ce qu'il y avait quand... Oui, il n'y avait rien quand on est arrivé, quoi, hein, puisque là, l'extinction de l'espèce au niveau sauvage, elle est fin des années 70, tout début des années 80. Est-ce que tu veux nous parler de ton retour en France après l'Arabie? Alors, mon retour en France, d'abord, il y a eu la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe. Et donc là, on s'est retrouvés à 4 pour faire tourner le centre, faire tourner Maazet et tout ça. Et ça a été, évidemment, on rigole maintenant de cette guerre du Golfe, mais nous, on rigolait pas à l'époque. Et ça a été très, très tendu. On a passé 6 semaines, assez avec les alertes à la bombe, avec les trucs, les bombardements et tout ça. Et donc ça a été très dur. Et donc
beaucoup de mes collègues sont partis en France et ne sont pas restés à leur poste. Et donc, on n'est resté que 4. Et donc, j'ai fait une erreur, c'est que quand eux sont revenus, moi j'ai continué le travail comme avant, quoi. Et j'aurais dû prendre des vacances. Mais je ne m'étais pas rendu compte que ça m'avait pas mal, éprouvé en fait le moment de la guerre. Et donc après, sur un coup de tête, en fait, je suis parti d'Arabie Saoudite et j'ai rejoint OGE, qui est un bureau d'études qui veut dire Office de génie écologique, qui venait d'être créé par Vincent Vignon et Sylvestre Voisin. Et donc voilà, je suis devenu au départ, je devais développer l'export, et je suis devenu co-gérant, et je suis devenu le gérant, le gestionnaire en fait de OGE, et je suis jamais vraiment reparti beaucoup à l'export. Et aujourd'hui, les personnes qui veulent s'engager dans l'environnement, qui veulent en faire leur métier, notamment les jeunes aujourd'hui qui sont peut-être au lycée ou qui ont démarré des études à la fac en biologie, beaucoup se demandent quelles sont les compétences ou les études qu'ils doivent faire, et surtout les expériences qui sont les plus intéressantes pour leur cursus. Est-ce que tu aurais un message à leur faire passer ? Moi, le premier message, c'est que il y a du travail. Nous, lorsque à OGE, nous cherchions du personnel, et on en cherchait souvent, on avait énormément de mal à trouver. Hein. Pourquoi ? Parce que en fait, à l'université, on nous forme de manière académique. Et donc, ce qu'il faut avoir, c'est une expérience de terrain. Et la chose que je recommande, c'est ayez un groupe, les plantes, les oiseaux, les amphibiens, les libellules, les papillons, mais ayez un groupe que vous connaissez sur le bout du doigt et qui vous permette de comprendre le fonctionnement d'un milieu. Pourquoi il y a tel papillon ? C'est parce que il y a une herbe de telle hauteur qui peut tenir la chenille qui vit en symbiose avec une fourmi, des choses comme ça. Vous pouvez le comprendre. Et si vous avez compris ça, vous avez compris comment va fonctionner un écosystème. Et donc ça, c'est la base. Et en France, malheureusement, il n'y a pas d'enseignement, ou très peu. Je crois qu'il y a 2 ou 3 enseignements qui font réellement du terrain. Et le terrain, comment vous pouvez acquérir cette expérience ? C'est passer par les associations, et puis 2, par prendre sa paire de jumelles, son filet à papillon, sa loupe, voilà, et aller dans la nature. Et si vous avez la possibilité de voyager, allez voir d'autres milieux, allez voir des parcs nationaux africains, allez voir la forêt en Guyane, voilà. Et ça va vous donner une compréhension que l'enseignement académique, qui va être complété par l'enseignement académique, et qui va vous permettre d'être un écologue averti. Aujourd'hui, peut-être que le problème pour le milieu de la conservation et de l'environnement, c'est le manque d'intérêt porté par le public, par la jeunesse, ou par les acteurs de l'urbanisme ou de ce genre de domaine. Est-ce que tu peux nous donner une idée de ce qui pourrait permettre de changer cet état de fait ?
Alors, c'est vaste question. Donc, déjà, je dirais, il faut toujours avoir confiance, il faut toujours être persévérant. On vous dit non, vous pouvez re-rentrer par la fenêtre. Hein. Quand il s'agit de défendre la nature, moi, j'ai pas d'état d'âme. Si on me dit non, j'essaye encore. Ça passe à gauche, ça passe à droite, voilà. Donc ça, c'est la première chose, c'est avoir ça, une résilience à la bêtise de certains décisionnaires qui n'ont pas encore compris l'importance de la protection de la biodiversité. Et ça, il faut revenir et revenir 100 fois sur le métier, remettre l'ouvrage, hein, pour que les gens arrivent à comprendre. Quand moi j'arrivais du Moyen-Orient, où il y avait un problème de surpâturage, ce qui m'a frappé quand je suis arrivé en France, quand je suis revenu en France, c'était qu'il y avait un problème de sous-pâturage sur tous les espaces dites de pelouse sèche, l'embroussaillement général de la campagne française et tout ça. Et donc je disais, mais remettez du pâturage, remettez des animaux. Et je me rappelle, je disais ça même aux sociétés d'autoroute qui ont des grands délaissés, et je leur disais, mais plutôt que de faire ça avec des machines énormes qui compactent le sol, qui polluent et tout ça, mettez des animaux. Et à l'époque, tout le monde m'a rigolé au nez. Tout le monde, je me rappelle, sur l'autoroute A4, dans la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, il y a un grand talus qui s'appelle le Segré. Et bien sur ce grand talus, il y avait un berger, le dernier berger du coin, qui pâturait sur cet endroit et qui commercialisait ses moutons lors de l'Aïd, hein, et à la communauté musulmane locale. Et bien, les décisionnaires de la ville nouvelle n'ont eu ils considéraient ça comme une honte, et donc ils ont tout fait pour faire partir cet homme-là. Aujourd'hui, ce qui me fait drôlement rire, hein, s'il fallait pas pleurer, c'est que les mêmes, hein, c'est pas les mêmes gens, mais les mêmes postes, ils réintroduisent les moutons et tout ça par des sociétés comme Éco-Mouton, Éco-Pâturage, tout ça alors que là il y avait un système qui existait et qui fonctionnait. Non, il a fallu 30 ans d'interruption pour que le pâturage revienne, quoi. Et maintenant c'est à la mode, mais voilà, nous ça fait 30 ans qu'on dit qu'il faut réintroduire le pâturage, parce que les milieux ont évolué avec des animaux. Et la végétation, elle a coévolué avec du pâturage. Quand on arrête le pâturage, évidemment, les milieux ne vont pas bien, parce que cette composante essentielle de l'écosystème n'est plus là. Et donc, voilà. C'est pour dire qu'il faut être tenace. Je crois que s'il y avait une chose qu'il faut retenir, pour moi, enfin en tous les cas, de mon métier, c'est qu'il faut être tenace. Et c'est pas pour nous qu'on est tenace, hein, c'est pour la nature qu'on est tenace. Et si tu avais un projet idéal de reconstruction de la nature, quel serait-il ? Alors, aujourd'hui, j'ai réfléchi pas mal à mon métier, à mon parcours, à tout ça. Et il y a une chose qui me frappe, c'est que les gens ne considèrent pas la nature. Et donc, comment leur faire comprendre cette nécessité de préserver la biodiversité ? C'est en donnant une valeur, en fait, à cette biodiversité. Et le fait de se promener dans la nature,
le fait de se promener au milieu de la forêt, au milieu d'un bocage, des choses comme ça apaise les gens. Vous avez votre pression artérielle qui baisse, votre tension qui baisse, vous avez votre psychisme qui est comme réinitialisé sur le mode comment dire, le mode pensée positive. Et donc moi, ce que j'aimerais, c'est, j'imagine la France couverte, la France et le monde couverts d'espaces où on respecte les arbres, les zones humides, les rochers, et que ces espaces soient des espaces où les gens on puisse les emmener pour qu'ils se soignent eux-mêmes, pour que comment dire, les arbres, les milieux naturels, en fait, on a évolué avec eux depuis des siècles et des siècles, et donc ce sont des composantes essentielles pour notre vie et pour notre santé mentale. Et donc, une fois que les gens auront compris ça, ils préserveront cette nature. Et donc, voilà, moi, c'est ça mon projet rêve, c'est d'arriver à faire que ces espaces soient, maintenus, et puis qu'on en crée, parce qu'on peut en créer. Nous, à OGE, on a fait un truc qui s'appelle le jardin naturel. C'est contre le cimetière du Père-Lachaise dans Paris. On a fait sur 7500 mètres carrés. Je vous emmène là-bas, je vous assure, c'est un morceau de nature en pleine ville, en plein Paris. Et il y a une mare, il y a des arbres, il y a une pelouse sèche. Et donc, c'est un endroit qui soigne. C'est un endroit dans lequel la nature peut renouveler ses bienfaits, quoi. Et c'était une friche sur laquelle on a fait ça. C'était une friche industrielle. Donc pour le projet idéal pour sauver la nature, pour redonner de l'intérêt aux populations, c'est de les emmener en fait et leur faire toucher, leur faire comprendre que la nature, les vieux arbres, les rochers, ils sont essentiels pour eux, pour ensuite redonner envie de les protéger et même comme tu dis, la nature c'est pas uniquement des vieilles forêts ou des zones de forêt primaire ou des zones sacrées, mais on peut aussi encore aujourd'hui fabriquer de la vraie nature, même en une pleine ville, même sur une friche industrielle. Oui, il faut absolument réintéresser les gens à la nature en les emmenant dans la nature. Et récemment, j'ai eu à faire des cours dans une école d'ingénieurs de travaux publics. Et donc, ces gens-là, après 5 ans d'études, sur comment faire un pont, comment faire une route, n'ont pas de cours en environnement. Et donc, on a commencé un nouveau cours sur l'environnement. Comment ? Eh bien, en allant chez eux, on les a emmenés voir les arbres, les pelouses, les friches qui sont tout autour d'eux, et leur montrer la vie qu'il y a dedans. Et certains de ces étudiants, c'est plutôt des étudiantes d'ailleurs, c'est souvent les filles, qui m'ont demandé mais comment on fait, pour
retrouver un intérêt à ces espaces et tout ça. Et l'intérêt, c'est de montrer que ces espaces sont des espaces qui calment. Des espaces, on vit dans un monde qui va de plus en plus vite, de plus en plus, tout est rapide. C'est le téléphone, les réseaux sociaux, mais quand on va dans la nature, on va essayer de retrouver un rythme du jour et de la nuit, un rythme de la vie en fait, et qui n'est pas le rythme imposé par la technologie. Et une des choses que je dirais, laissez votre portable dans votre poche éteint, ou encore mieux à la maison, quand vous vous promenez dans la nature. Parce que ça doit, vous devez être complètement en harmonie avec la nature, et pour être en harmonie avec la nature, il ne faut pas d'interruption en permanence. Et donc c'est vraiment important. Est-ce que tu peux nous faire une recommandation culturelle ? Alors, là, il y a un livre que j'ai lu il y a peu de temps qui s'appelle Les peuples racines de Sabet Rahmani, et qui parle des différents peuples. Ça va des Indiens d'Amérique du Sud, Amérique du Nord, les Suomi de Finlande, enfin vous voyez des peuples qui se bagarrent dans le monde d'aujourd'hui pour conserver leur identité. Et ces peuples, ils ont, à mon avis, les réponses pour beaucoup de problèmes de l'humanité dans le monde d'aujourd'hui. Et je crois qu'il faut écouter ce qu'ils disent. Et toi, tu nous as raconté que tu as été beaucoup en contact avec les Bédouins, et je crois que tu as été aussi t'as vécu aussi beaucoup avec d'autres populations. Tu as été en contact avec d'autres populations, peuples racines ou populations autochtones aussi. Mm-hmm. Oui, j'ai été en contact avec les Touaregs. Les Touaregs, donc les Nasdjer, donc au Tassili, dans le parc national du Tassili en Algérie. J'ai été aussi en contact avec les Indiens de Guyane, surtout les Palikours, où dans ma jeunesse, j'ai contribué à faire le dictionnaire français Palikour. Et donc, on voyait un oiseau, et le chasseur Palikour disait le nom Palikour, et moi, avec mes jumelles, j'identifiais l'oiseau. Et comme ça, en très peu de temps, les ethnologues avec qui on travaillait ont eu 250 nouveaux mots en très peu de temps. Et alors, ce qui m'a frappé, c'est qu'avec les Palikours, ou avec d'ailleurs les Bédouins ou les Touaregs, ce qui m'a frappé, c'est ils ont plusieurs fois, il m'est arrivé de respirer comme eux, et en fait de savoir à l'avance ce qu'ils allaient dire. Et quand ils ont dit quelque chose, la traduction est arrivée, et en fait j'avais compris ce qu'ils disaient. Je parlais pas la langue, mais j'avais compris ce qu'ils disaient. Et en fait, cette façon d'appréhender leur milieu est quelque chose d'extraordinaire, et qui aujourd'hui est un savoir qui est complètement perdu, et qui est malheureusement nécessaire
pour que l'on puisse conserver la nature d'aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que le livre de Sabah Rahmani est très intéressant parce que on voit la philosophie de chaque peuple et que souvent c'est autour de conserver les vieux arbres, conserver les lieux sacrés qui sont en fait des bois, des forêts, des marais, des choses comme ça. Et c'est vraiment comme cela qu'à mon avis, on arrivera à sauver la nature dans le monde d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous suggérer le prochain invité du podcast ? Alors, je pense à Patrice Valentin, qui est le président de l'Union des professionnels du génie écologique et qui est le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Rezan, qui veut dire en breton révolution. Si tu avais la possibilité de parler et d'envoyer un message au Jean-François de 16 ans, qu'est-ce que tu lui dirais ? Alors je lui dirais accroche-toi. Je lui dirais accroche-toi, y a du boulot, il y a beaucoup de boulot, et essaie de toujours t'inspirer des aînés qui ont déjà gravi la montagne, quoi. Bon, on termine sur ces mots. Merci beaucoup Jean-François. Et j'espère qu'on a, grâce à cet entretien, apporté des clés à ceux qui se posent des questions sur comment fonctionne le monde de la protection de l'environnement, comment réussir à y travailler, à en faire son métier et surtout que le message c'était que la nature répare et que pour la protéger il faut réussir à la comprendre en y allant, la touchant du doigt. Absolument. Et de toute façon, dites-vous bien qu'il y a du travail. Il y a du travail dans notre domaine et que ne baissez pas les bras et foncez parce que on est trop peu nombreux à s'occuper de la nature. Alors rejoignez-nous, les écologues. Et voilà, cet épisode de Poids Plume est terminé. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et bravo. On se retrouve rapidement pour un prochain épisode. En attendant, je vous invite à nous suivre sur Instagram, sur nos comptes oiseau.bondissant et Poids Plume Podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi nous donner 5 étoiles sur votre application de podcast. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.